l'antisémitisme dans le monde arabo-musulman n'est pas une conséquence du sionisme. Incontestablement, le sionisme et le conflit israélo-arabe ont aggravé cette situation. En réalité, c'est une situation qui est bien antérieure, qui est liée tout simplement à la vision du juif qu'on a dans l'islam et dans le Coran, où de très nombreux hadiths sont des hadiths très négatifs vis-à-vis des juifs. Il y a 2-3 hadiths positifs, ce sont ceux de la période mécoise, ceux de la période médinoise, c'est-à-dire la période postérieure de la vie du prophète, sont des hadiths extrêmement violents, en règle générale, à l'endroit des juifs. Donc la vision du juif, c'est une vision très péjorative, très méprisante, très infériorisante, qui est d'ailleurs théorisée par ce qu'on appelle improprement le pacte d'Omar, qui n'a rien d'impact du tout, puisque c'est quelque chose qui est imposé aux Juifs au 7e siècle, au tout début de l'islam, très peu de temps après la mort du prophète, et qui impose aux Juifs ce statut de protection, qui était en réalité un statut d'infériorité, de domination et de soumission sur le fond, et qui suppose un très grand nombre d'obligations, un très grand nombre d'interdictions et 2 impôts supplémentaires. Et 2 impôts supplémentaires dont l'un des 2 doit toujours être payé, dit le Coran, textuellement, doit toujours être payé par les Juifs dans une situation d'humiliation des Juifs. Quelque chose qui revient de façon obsessionnelle dans la vision islamique du Juif, c'est que le Juif doit toujours rester dans une position inférieure, petite, rabaissée et humiliée. C'est pour ça que ce qui se passe avec le sionisme n'est en rien la création de l'antijudaïsme, mais son exacerbation. Et une exacerbation qui est d'ailleurs logique, parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où le Juif est cette créature inférieure et dominée que je suis en train de décrire, on ne peut pas comprendre l'idée d'une souveraineté juive, et a fortiori d'une souveraineté juive sur une terre décrétée musulmane pour l'éternité. Pourquoi? Parce que là où l'islam a un jour imposé sa loi, cette loi doit perdurer pour l'éternité. C'est-à-dire que cette terre doit redevenir musulmane. Donc ce qu'on appelle improprement la Palestine musulmane, parce qu'elle passe sous l'autorité des Juifs, c'est au sens premier du terme en français, c'est un phénomène impensable, c'est-à-dire inconcevable, totalement inimaginable sur le fond, qui rend, et je dirais là aussi je pèse mes mots, qui rend littéralement fou. Et c'est en cela que le conflit, hélas, n'est pas un conflit territorial, lié aux réfugiés, aux frontières, à Jérusalem, aux implantations en Cisjordanie, etc. Si ça n'était que cela, je dirais, ça serait résolu depuis longtemps. C'est un conflit qui est très largement un conflit d'identité, un conflit identitaire, un conflit qui réveille une anthropologie culturelle du juif très infériorisante, qui, hélas, pour l'instant, n'a pas d'issue. C'est-à-dire la seule issue, ce serait que du côté de l'islam, il y a une révolution intellectuelle du même ordre que ce qu'on a appelé la modernité dans le monde occidental. La grande révolution de la pensée du XVIIe siècle, l'islam ne l'a pas connue. C'est la révolution de la pensée qui va de Pascal à Spinoza, qui débouche sur le siècle des Lumières, sur la Révolution française, sur la démocratie, la révolution des droits de l'homme, etc., etc. Tout ça, l'islam ne le connaît pas. Il y a eu des tentatives de modernisation dans la société arabe, la fameuse Narda, au début du XXe siècle, mais elles ont échoué. Alors les chrétiens sont assimilés au même statut, on parle de la religion du livre, c'est l'islam qui parle des religions du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, et le chrétien lui aussi est dans une situation d'infériorité et de mépris, de rabaissement. Souvent d'ailleurs les chrétiens et les juifs sont assimilés à des singes et à des porcs, les juifs sont les singes, les chrétiens sont des porcs, mais en même temps ce qu'on doit noter, c'est que la discrimination envers les chrétiens a été beaucoup plus tempérée, non pas du tout par grandeur d'âme, mais simplement parce que les chrétiens ont pu bénéficier du soutien des puissances occidentales du nord de la Méditerranée, alors que les juifs ne pouvaient bénéficier d'aucune puissance temporelle. Ils étaient absolument sans appui. En matière de recherche actuelle, je dirais que dans la foulée du petit livre publié au tout début de l'année 2023 sur les origines du conflit israélo-arabe, je prépare une version longue du livre, parce que sais-je, par définition, c'est 128 pages, toutes petites pages. On doit dire le maximum de choses en peu de pages, de façon très elliptique, très allusive, et on laisse les lecteurs sur leur faim. Donc je prépare une version longue, pour le même éditeur d'ailleurs, les PUF. Bon. Mais dans l'immédiat, à l'heure actuelle, je suis en train de terminer une nouvelle histoire du sionisme. J'ai publié jadis une histoire du sionisme chez Fayard en 2002, il y a déjà 22 ans. Et j'ai trouvé nécessaire aujourd'hui de revoir cette histoire du sionisme. Pourquoi? Parce qu'en 20 ans, l'historiographie a énormément changé.
beaucoup de travaux ont été réalisés par des historiens, en particulier israéliens ou américains. Du côté de la recherche française, il y a très très peu de choses en matière de sionisme. Et donc il y a des angles de vue qui étaient inexistants il y a 20 ans ou 25 ans, qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de mettre sur le devant de la scène. Je te donnerai deux exemples. Plutôt un exemple fondamental, c'est l'importance de ce qu'on appelle le Yishuv. Le Yishuv, c'est la communauté juive d'avant l'État. Ce qu'on appelle le Yishuv séfarade d'avant le sionisme. Il y a quelque chose il y a 20-25 ans, on ne voyait pas bien, qui a été commencé à être vu par un historien belge d'ailleurs, qui s'appelle Nathan Weinstock, il y a quelques années, qui en a traité de façon assez allusive, mais qui en a traité de façon très intelligente. Et j'ai voulu approfondir cette piste, à savoir qu'avant Herzl, avant le congrès sioniste en Europe, il y a eu de la part de la vieille communauté juive de Palestine, dès les années 1860, un réveil hébraïque qui a embrayé sur un réveil national qui fait qu'au sein de l'Empire ottoman, dont la Palestine fait partie, émerge une sorte de nouvelle question nationale avant même qu'on ne parle du sionisme en Europe ou qu'on entende parler de Théodore Herzl. Et c'est très important parce que ça montre bien que le sionisme est un mouvement qui s'apparente au mouvement de décolonisation, un mouvement d'émancipation. C'est un mouvement d'émancipation qui est dans le droit fil des mouvements d'émancipation des peuples du XIXe siècle, du Risorgimento italien ou de l'indépendance grecque de 1830. Et donc j'ai consacré une partie de cette nouvelle histoire du sionisme, entre autres, à ce Yishuv séfarade qui a joué un tel rôle, qui est totalement méconnu de l'historiographie classique. La plupart des histoires du sionisme ne disent strictement rien de ce noyau d'intellectuels séfarades qui, dans les années 1890, 1900, 1910, 1920, joue un rôle fondamental d'intermédiaire entre le Yishuv de plus en plus ashkénaze, par l'immigration, et la société arabe, parce que ces gens-là sont arabophones, ce qui n'est pas le cas des immigrants d'origine ashkénaze, qui généralement ne parlent pas l'arabe et souvent ne l'apprennent pas. Et puis par ailleurs, dans cette nouvelle histoire du sionisme, par rapport à l'ancienne, je prolonge mon étude jusqu'en 1950, c'est-à-dire que j'inclus la Seconde Guerre mondiale, le choc de la Shoah sur le Yishuv, et évidemment tout ce qui tourne autour de la naissance de l'État d'Israël, de l'aggravation du conflit israélo-arabe et de la fameuse Nakba palestinienne, entre autres. Voilà.